Bonjour et bienvenue à ce cours d'initiation au groupe électrogène. Mon nom est Danielou Alain, je suis formateur chez SDMO et nous allons commencer par le premier point constituant d'un groupe électrogène qui est le moteur. Le groupe électrogène est conçu pour différentes applications. On peut le retrouver soit pour faire du remplacement du réseau en fait, ou ce qu'on appelle du secours réseau, ou carrément pour faire de la production lorsqu'il n'y a pas de réseau. Le groupe électrogène est constitué de trois parties distinctes, donc le moteur, dont on va commencer à en parler, d'un alternateur et d'un contrôle-commande. Le moteur, contrairement aux autres applications que l'on connaît sur voitures, camions ou bateaux, dans le cas du groupe électrogène, doit avoir une vitesse fixe. Et la régulation va donc maintenir cette vitesse à 1500 tours pour les moteurs 50 Hz et moteurs semi-rapides, et pour produire du 50 Hz. Et l'alternateur, lui aussi, aura donc une consigne de tension à maintenir pour maintenir la tension nominale. Le contrôle-commande peut être amené à gérer la vitesse et la tension suivant les applications, si on veut faire du couplage ou si on veut faire de la synchronisation au réseau. Dans ce petit synoptique, on vous montre les entrées et les sorties du groupe électrogène. Donc les entrées, c'est l'air pour le refroidissement et l'admission du moteur. Et on retrouve évidemment différents types de combustibles, essence, fuel ou gaz, suivant le type de moteur que vous avez sélectionné. En sortie, on va donc, à travers une puissance de la charge qui va être fluctuante suivant le consommateur, on trouvera donc les courants, les kilowatts et le cos-phi. Le contrôle de l'entrée du moteur va se faire au niveau de l'installation. On va donc contrôler à travers notre installation la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité du fuel. Et lorsqu'on aura contrôlé cette installation, on saura qu'on a une bonne qualité d'air, une bonne qualité d'eau, une bonne qualité de fuel pour faire marcher notre moteur. On viendra, à travers ce moteur, récupérer la fameuse vitesse constante qu'on a besoin pour faire tourner l'alternateur. Cette vitesse va être utilisée, évidemment, pour ventiler l'alternateur et aussi réguler la tension dans l'alternateur. Et en sortie d'alternateur, nous aurons donc une vitesse fixe donnée par le moteur qui va se traduire en sortie donnée fréquence en sortie d'alternateur, et une tension nominale qui sera aussi donnée par le réglage de l'alternateur. Comme je vous ai expliqué, le contrôle-commande peut être amené à piloter la vitesse du moteur et à piloter la régulation de tension. Le moteur diesel vient du mot latin motor, c'est un dispositif qui se déplace et transforme la puissance délivrée par le diesel en énergie électrique. Les premiers moteurs indépendants de la nature s'adaptent à la situation fut la machine à vapeur. Le moteur à combustion interne qui équipe nos groupes électrogènes ont été adaptés aux automobiles en premier lieu, et puis aux avions. Le but du moteur, c'est donc de transformer un mouvement alternatif en rotation pour pouvoir récupérer une vitesse. Nous utilisons différentes sources d'énergie sur nos groupes électrogènes dans les petites dimensions, en petite gamme. On va appeler ça les groupes portables. On va utiliser soit de l'essence, soit du gaz. Le gaz est plutôt utilisé pour faire de la cogénération, ou là où on récupère non seulement une énergie électrique, mais aussi une énergie thermique sur les échappements et sur les refroidissements d'eau.
On a sélectionné le moteur diesel évidemment parce que au niveau rendement, c'est le moteur le plus efficace. Le moteur a été créé par Rudolf Diesel dans les années 1893. Hein. En 1897, le moteur diesel à combustion interne dont l'allumage n'est commandé en spontané par un phénomène d'auto-inflammation. Hein. On va parler d'un moteur 4 temps de cycle diesel. On aura un temps admission, un temps compression, un temps injection-combustion et un temps échappement. Vous avez un petit synoptique ici qui vous montre c'est la succession de ces 4 temps moteurs. Au démarrage, on va donc avoir une admission, on fait rentrer l'air et on ouvre la soupape d'admission. Le moteur aspire l'air à travers les filtres à air. Une fois qu'il a aspiré et pris la bonne cylindrée, il va compresser cet air-là. Et lorsqu'on aura compressé et qu'on arrive avant le sommet de la course du piston, on va injecter du combustible et on va créer la combustion. Cette combustion va entraîner une détente et donc va repousser le piston vers le bas. Et une fois que l'explosion, donc c'est le seul temps moteur qu'on a dans notre système, une fois que ce temps moteur est passé, on va donc remonter et évacuer les gaz brûlés qui sont dans le moteur. Vous avez ici un petit synoptique qui vous montre le principe d'un injecteur pompe avec 4 pistons. On appelle ça un moteur en ligne 4 cylindres. Les carburants vont être différents suivant l'utilisation, les fonctionnements que vous pouvez demander au moteur. Il existe par contre deux types de fonctionnement. On peut avoir des moteurs à 2 temps avec une nécessité de combustible mélangé essence et huile, de moins en moins utilisé, vu le nombre d'usures et le rendement qu'il y avait sur ces moteurs-là, et le 4 temps carburant pur. On va distinguer 3 différents types de moteurs, hein, les moteurs rapides, les moteurs semi-rapides et les moteurs lents. Les moteurs rapides, en fait, à 3000 ou 3600 tours, sont les petits moteurs. Vu le poids des pièces entraînées, on peut se permettre de travailler à des régimes assez élevés. Lorsqu'on commence à grandir en puissance, hein, on va demander au moteur à tourner à 1500 tours ou à 1800 tours, suivant la fréquence demandée à la machine. Et puis, lorsque les machines continuent de grandir, au-dessus de 3-4 MW, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des moteurs lents de 750, 1000 et 1200 tours. Ce sont en général des moteurs pour remplacer le réseau ou être le réseau. La description d'un moteur, on va se retrouver donc avec une sortie de puissance qui va vers l'alternateur. À l'avant du moteur, on retrouve un ventilateur qui va donc extraire l'air et les radiations de la température du moteur et évacuer l'air passé et ventilé du moteur à travers un radiateur qui lui va refroidir le circuit d'eau du moteur. On voit aussi dans ce petit schéma une entrée d'air admission à travers un turbocompresseur et la sortie d'échappement. On vous expliquera par la suite le détail de ce turbo. Évidemment, pour faire circuler l'eau dans le moteur, on a besoin d'une pompe à huile, d'une pompe à eau et d'un filtre à huile pour filtrer le circuit d'huile. De l'autre côté, on retrouve les données qu'on a vues tout à l'heure, les sorties d'échappement, les entrées d'air, la sortie d'eau chaude qui est en partie haute du moteur et l'entrée d'eau froide qui est dans la partie basse du moteur.
Sur le circuit d'air, on va donc se retrouver avec un circuit avec le 3/4 des moteurs maintenant sont équipés de turbocompresseurs. Hein. On va avoir une entrée d'air qui sera aspirée par une turbine. Cette turbine est conduite par la sortie de l'échappement qui va nous donner la pression. Pour augmenter la puissance maximale du moteur, il faut augmenter à la fois la quantité de gasoil et la quantité d'air. Le volume d'air admissible par le moteur est égal à sa cylindrée. Donc on va, par rapport à cette cylindrée, compresser de l'air pour augmenter la quantité d'air et la quantité de gasoil. Quand on va compresser cet air-là, évidemment, elle va s'échauffer, il va falloir aussi refroidir cet air pour garder la bonne capacité. On voit ici un peu le système du turbo où vous avez l'entrée d'air à travers le filtre, le passage dans le circuit bleu qui va aller dans ce qu'on appelle le collecteur admission, hein, qui va alimenter le moteur en air. Tout cela se fait à travers ce fameux turbo où on voit la partie bleue ici avec l'entrée d'air à travers la turbine qui aspire et cette turbine est activée par en fait la pression qu'il y a à la sortie de l'échappement qui fait tourner l'arbre commun à l'aspiration et à l'échappement. Donc plus on a de pression d'échappement, plus on aura d'aspiration d'air. Cette compression va entraîner un échauffement de l'air, donc il va y avoir un réfrigérant d'air de suralimentation. On va refroidir l'air à l'alimentation. Évidemment, comme on va augmenter le débit, il va falloir qu'on contrôle la qualité de l'air hein, sur le moteur, et donc on aura des filtres à air qui vont être plus imposants sur les moteurs turbo que sur les moteurs atmosphériques. Pour le refroidissement, on va distinguer deux sortes de refroidissement. On peut avoir un refroidissement par eau ou un refroidissement par air, car il existe des moteurs à refroidissement air pur. Lorsqu'on est en refroidissement par eau, on peut avoir des simples circuits, donc turbo non refroidi ou turbo refroidi, et des doubles circuits lorsqu'on a un turbo refroidi. Ici, vous avez un petit schéma qui vous explique le principe de circulation d'eau à l'intérieur du moteur. On s'aperçoit que la partie basse du radiateur est donc l'entrée d'eau froide pour le moteur qui arrive sur la pompe. La pompe distribue l'eau dans le moteur et ressort l'eau chaude dans le haut du moteur et donc dans le haut du radiateur. Donc la circulation d'eau dans le radiateur se fait depuis le haut vers le bas. On voit aussi sur ce petit schéma qu'on va utiliser le circuit d'eau pour refroidir aussi l'huile de façon à avoir une température homogène dans tous les circuits eau et huile du moteur. Il existe plusieurs types de refroidissement. Hein. Les deux exemples qu'on vient de vous montrer hein, sont des exemples où on a un radiateur attelé au moteur, c'est-à-dire que le 3/4 du temps, il est fourni avec le moteur. On peut avoir un aéro-refroidisseur soit vertical, soit horizontal, qui sera donc calculé par rapport à des températures ou des situations un peu plus compliquées. En situation simple, hein, le radiateur attelé, on peut avoir le système où on va se retrouver avec un échangeur air-air pour le refroidisseur du turbo, ou alors tout simplement un refroidissement eau. Dans les deux cas de figure, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un vase d'expansion pour contrôler le niveau d'eau et maintenir un niveau d'eau de circulation dans le moteur. On se retrouve aussi avec l'aéro refroidisseur vertical, hein, avec le même principe, hein, mais le radiateur n'étant plus attelé, on fait appel à des moteurs électriques pour ventiler le radiateur. Et on a un vase d'expansion avec ce qu'on appelle les tuyaux de dégazage qui vont se retrouver dans la partie haute du réservoir supérieur du moteur.
Ici, vous avez les explications avec un aérofroidisseur horizontal en direct, hein, où vous avez, pour des raisons où on veut avoir une diminution de bruit, par exemple, et des protections du moteur plus importantes au niveau sonore, on va avoir une extraction d'air qui sera dans un local séparé du moteur. Souvent, on le met soit sur un conteneur, soit sur la terrasse d'un bâtiment. Lorsque la différence de hauteur demandée est très importante, en fait, on peut aussi passer par un échangeur pour avoir un circuit qui tourne avec la pompe à eau fournie par le fabricant de moteur, qui ne peut pas supporter la hauteur de pression d'eau, et avec le radiateur séparé, donc on utilisera un échangeur. Le moteur va avoir donc un système de préchauffage qui va, lui, maintenir une température constante d'eau sur le moteur de façon à évacuer et à préparer le moteur à son démarrage. Ce préchauffage est aussi utilisé non seulement pour aider le démarrage, mais aussi pour évacuer les humidités qu'il pourrait y avoir dans le moteur dues aux condensations qui proviendraient des fluctuations de température ambiante.